Donc comment garder la lumière? C'est un peu le préambule. Comment garder la lumière? Comment garder la foi? Comment résister, pas s'effondrer, parce que ça produit. Parce que de fait, ces systèmes de maladies psychosociales produisent des maladies psychiques. Donc ça pose la question de la santé dont tu parles, parce que tu es aussi médecin. Donc on a une question de santé sociétale, une question de santé psychosociale, qui de fait impacte les gens, de fait va générer un tri naturel entre ceux qui tiennent et ceux qui tiennent pas. Et il va falloir essayer de mettre en réseau tout ça, parce qu'en fait, c'est tout le corps social qui est malade. Donc on a un autre niveau méta de la question de la santé, de la question de la maladie. Et il y a un enjeu à rester individuellement et collectivement en bonne santé. Bonjour Louis, je suis ravi de se retrouver pour cette interview que je ne sais pas comment ça va se passer. Comme d'habitude, en fait, ce que je t'avais dit, c'est que moi, ce qui m'intéressait dans ton parcours pluriel, parce qu'il y a plein de sujets, on va voir comment on va se croiser, c'est ton côté un peu Gandhi des temps modernes. Moi, je suis souvent à guerroyer, à avoir envie de faire la guerre, mais je fais aussi des médiations et j'essaie de faire la paix. C'est comment, dans ce monde déstructuré, ou disrupté, c'est l'interview que j'ai demain, dimanche, on est le 15, donc ça sera demain 16, et dimanche prochain avec Solène Thomas, qui a un doctorat de sociologie sur les disruptions du travail et de l'emploi et des organisations, mais on pourrait parler de la destruction ou déconnexion de la société. De fait, ça débranche les gens, ça les rend fous. Ça les rend fous malgré eux. Ça fait sortir des parties sombres d'eux-mêmes. On l'a vu durant tout le confinement, mais on l'a vu en d'autres temps pendant les périodes de guerre. Et malgré tout, faut garder la foi. Malgré tout, faut survivre à ça. Malgré tout, faut trouver des alliés. Malgré tout, faut faire de la résistance positive. Il va falloir traverser. Il y a des gens de bonne volonté. Donc moi, je travaille beaucoup avec des atypiques, mais il y a des gens de bonne volonté, typiques et atypiques, et ce sujet ne caractérise pas la douance, mais il faut des leaders. Les leaders, le problème, c'est qu'ils prennent des coups, comme toi tu prends, comme d'autres prennent des coups. Et ces leaders, ils portent comme beaucoup. Donc, comment garder la lumière? C'est un peu le préambule. Comment garder la lumière? Comment garder la foi? Comment résister, pas s'effondrer, parce que ça produit. Parce que de fait, ces systèmes de maladies psychosociales produisent des maladies psychiques. Donc ça pose la question de la santé dont tu parles, parce que tu es aussi médecin. Donc on a une question de santé sociétale, une question de santé psychosociale, qui de fait impacte les gens, de fait va générer un tri naturel entre ceux qui tiennent et ceux qui tiennent pas. Et il va falloir essayer de mettre en réseau tout ça, parce qu'en fait, c'est tout le corps social qui est malade. Donc on a un autre niveau méta de la question de la santé, de la question de la maladie. Et il y a un enjeu à rester individuellement et collectivement en bonne santé. Ce que fait le corps individuel et le corps social. Donc ça, c'est pour démarrer. On va voir comment tu as envie de répondre. Et puis, comme d'habitude, pour les présentations, est-ce que je peux te laisser te présenter sur ce que tu as envie de dire ce matin de toi avec tout ce que tu fais? Bah, merci beaucoup de nous recevoir et puis merci beaucoup à l'équipe technique qu'il y a derrière et qui permet que ça arrive. Très souvent, pour que quelque chose se précipite dans la matière, il y a besoin de faiseurs, il y a besoin de gens qui sont là, qui sont souvent humbles, qui font pas de bruit, mais qui œuvrent doucement et qui assemblent des petits morceaux de Lego pour créer une réalité, bâtir une réalité qui stabilise et qui sécurise aussi, tu vois. Donc, en même temps que je t'écoutais, je pensais à ça, je pensais à Gaëtan qui est derrière le miroir et Ouais, qui au fond, heureusement qu'il est là. voilà, et qui au fond permet cet espace de sécurité dans lequel nous Ouais. on va pouvoir échanger
et aller explorer des choses, mais parce on a une espèce de camp de base, tu vois. Et donc voilà, ça c'est ce dont je vais avoir envie de parler, je pense, c'est la question un peu du camp de base, quoi. Comment on fait pour qu'on soit en sécurité c'est que les pédiatres disent souvent que c'est le méta-besoin de l'enfant, le besoin de sécurité, au-delà d'avoir à manger, au-delà c'est d'être en sécurité, quoi. Et je pense que c'est le méta-besoin de l'humain, en vrai. Que c'est même pas que l'enfant, c'est pour l'adulte aussi, c'est pareil. Euh, un monde qui bouge toujours, à toute vitesse, qui passe son temps à se métamorphoser, euh, au fond, et qui, comme tu le dis, passe son temps à disrupter les organisations sociales, les organisations professionnelles, les structurations psychologiques, euh, familiales, voilà, individuelles comme collectives. C'est proprement un monde où on peut pas vivre et on peut pas habiter, quoi. C'est comme si on était au cœur des tourmentes et des tempêtes en permanence, qu'il y avait des bourrasques qui emportaient tout ce que tu essaies de construire. On peut pas vivre dans un typhon, quoi. C'est pas possible. Alors aujourd'hui, la, la vitesse de transformation est proprement ébouriffante. Rien n'est plus vieux que le tweet d'il y a une demi-heure, tu vois. Avant, il y avait une phrase célèbre qui était rien n'est plus vieux que le journal d'hier. Là, c'est même plus Mmh. hier, quoi. C'est le tweet de la demi-heure passée, quoi. Ça y est, on s'en fout. Et donc, on est dans des pas de temps où il y a une accélération. Et il y a un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un peu connu et qui un peu popularisé, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'accélération, de la cinétique en fait de nos sociétés, et qui a mis en évidence le fait qu'effectivement, il y a de partout, ça s'accélère, quoi. Mais qu'il y a aussi des mouvements paradoxaux où ça se ralentit de l'autre côté. Ça, je vais essayer d'en parler parce que ça me semble très intéressant, cette idée de slow life, de slow médecine, de Ouais. slow... C'est un peu Ouais. une cancérisation, ce que tu dis. Si on fait l'analogie avec un corps humain, l'accélération, en fait, c'est des métastases qui se développent. Ouais, puis la reproduction à l'identique, parce que dans cette accélération, tu te rends compte que rien ne change. C'est ça qui est fou, c'est à la fois tout change et rien ne change. Tu es pris Ouais. dans un éternel recommencement, l'éternel retour nietzschéen, tu vois, ou pour Mmh. une référence plus apocryphe, Un jour sans fin avec Bill Murray, peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ce film, où il se réveille, c'est toujours le jour de la marmotte, quoi. Il sait pas comment s'en sortir. Comment je sors de ce truc-là? Ouais. Et il va devoir explorer plein de possibles, justement, sur comment transformer le monde autour de lui jusqu'à s'apercevoir que c'est beaucoup sa transformation intérieure qui pourrait le précipiter dans un autre jour. Et donc c'est un film qui est humoristique mais qui a une certaine profondeur quelque part. On va en reparler. Alors pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le docteur Louis Fouché. Voilà, on commence souvent par la particule docteur, mais alors en fait on est plein d'autres choses. Hein. Non, C'est mais ça fait l'étiquette. sérieux quand même. Ouais, voilà, ça te pose là, quoi. Tu vois, une fois que tu Ah as ouais. mis que tu étais docteur, c'est bon, quoi. Mais c'est un peu l'étiquette qu'on a mis dans le supermarché des études, quoi. Au fond, je suis aussi père de famille de 3 enfants et ça prend une place très importante en vrai. Ils ont Ça, quel âge tes enfants? 12, 10 et 8, et ça a Ouais. beaucoup, bah, revu, justement, ça m'a forcé à revoir quels étaient mes objectifs de vie, mais l'enfant, il est là pour gratter l'ego, jusqu'à l'os, quoi, tu vois. À la fin, t'es une chemise qu'on a lavée 40 000 fois, tu vois, on voit un peu à travers le tissu, quoi. Tu dis, mais il reste quoi de moi? Bah, pas grand chose. Et je pense que les enfants, ils sont là pour ça, pour te rincer euh, l'ego jusqu'à l'os, quoi. Te le poncer, quoi. Et qu'en même temps, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est les petits maîtres. On m'avait demandé dans une interview, bah, alors c'est qui vos références spirituelles, etc. Je m'étais un peu gratté la tête. Et au fond, je m'étais aperçu que c'était mes enfants. À chaque fois que je les regardais jouer, vivre, que je prenais le temps de me poser, euh, il y avait comme une sorte de grâce, une innocence, une joie, une capacité à habiter le monde, à oser le transformer aussi, à prendre de la pâte à modeler, voilà, ils ont pas peur, à oser, pareil, tu vois, le mur de leur chambre, là, il est pas sacré, quoi. Hein. Il est pas une fois pour toutes tout blanc, etc. À mettre des autocollants, des trucs, dessiner. Ah, toi, ça te Il est rend fou au début, habité. tu dis. Ouais, il est habité, voilà, de joie et de créativité. Et, et ça te force à questionner les règles, les règles dans lesquelles tu vis, les inconditionnels que tu avais posés au départ. On n'a pas le droit d'écrire sur les murs. Ah bon? Mais pourquoi? Euh,
tu vois? Puisque eux, les enfants, ils le font. Tu vois? Bah, pourquoi? C'est quoi le Bah, c'est problème? leur monde, c'est une Heu, externalisation de leur monde et en fait, c'est super important. Tu as des archis d'intérieur ou des parents, justement, ils réhabitent les murs et les murs appartiennent aux enfants et ils construisent leur monde intérieur-extérieur. ouais. Et alors, voilà, donc ça, moi, j'ai une étiquette de médecin réanimateur et anesthésiste, ayant surtout exercé en réanimation. Il y a une drôle de spécialité où on prend des gens qui sont très, 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 très malades. Quelle que soit la maladie, ça se résout un peu pareil dans le modèle de la réanimation, c'est-à-dire que les fonctions vitales sont mises à mal et bah, on peut pas survivre si ça continue comme ça. Que ce soit un polytrauma sur la route, une péritonite, un choc hémorragique sur une artère, un anévrisme qui pète. Au fond, à la fin, ça ou une grosse pneumonie infectieuse avec une bactérie qui prend toute la place. À la fin, ça va se résoudre de la même façon. C'est, les quelques fonctions vitales qui nous permettent de rester en vie sont mises en danger et on va en mourir. Et donc le rôle du réanimateur, c'est d'essayer de mettre en place un soutien à ces fonctions vitales de manière aspécifique, le temps de guérir de la cause. Et en fait, on cherche à gagner du temps, à acheter du temps. Les Américains, ils le disent comme ça, ils disent to buy time. C'est ça le but de la réa, acheter du temps. Et on l'achète à coup d'énergie. On injecte de l'énergie de manière massive, en fait, dans un système vivant. Et tu pourrais imaginer que le respirateur, il est connecté à de l'électricité en permanence, à des silos d'oxygène et voilà, la machine de dialyse, pareil, elle tourne non-stop avec des solutés qui viennent d'usines, qui sont fabriqués au bout du monde. Si tu prends le nombre de kilowatts d'un malade de réa, c'est juste un truc de fou, quoi. Euh, Et quand je t'écoutais en même temps, pardon, je te coupe, j'aime pas ça, mais de couper. Mais je te coupe et en même temps, je me dis que ce que tu fais, c'est aussi réanimateur social. Et quand je t'écoute, je te vois à la fois dans ton travail de médecin et dans ton travail d'acteur social et politique où tu essaies de ressusciter les fonctions vitales pour garder les systèmes en vie. ouais, voilà, il y a un peu un lien. C'est drôle quand on regarde en arrière sa vie, on se dit: «Bon, en fait, les choses ont du sens, tu sais pas trop pourquoi tu les fais». Moi, j'avais fait de la communication non violente, j'avais fait, de la médiation avec, l'apprentissage des cercles restauratifs, qui est une sorte d'application de la communication non violente à rétablir de la relation. Je m'étais intéressé à l'organisation des collectifs en étant, capitaine de bateau, et tu vois, en enseignant la voile en croisière avec en étant enfermé avec 7 personnes pendant 3 semaines ou d'1 mois, en partant en Angleterre, en Écosse, en Irlande ou sur les côtes de France, qui est un petit laboratoire social en fait, hein. Tu peux sortir le pire ou le meilleur, et la voile, c'est un prétexte. Au fond, l'important, c'est de vivre ensemble, dans Mm. ce truc fermé ou qui va servir de cocotte-minute à toutes les tensions. Et donc j'avais déjà été un peu, rodé à tout ça et au moment de la crise du Covid-19, il y a eu vraiment pour moi une une telle incohérence, un tel hiatus entre le réel, de ce que je vivais au quotidien et puis ce qui était raconté dans les médias et par le gouvernement et par les institutions, hein, médicales. C'est-à-dire les gens qui étaient en charge normalement de tenir la baraque, tu vois? La Haute Autorité de Santé, le ouais, l'agence, enfin la NSM, l'Agence européenne du médicament, la Direction générale de la santé, le ministère de la santé, et cetera. Heu, Tout ce qui était dit était faux et c'était une évidence, si tu veux. C'était vraiment, il y a eu une rencontre frontale entre, ce que je vivais dans mon service avec les patients, puis ce qu'on était raconté. Et là, il y a une sorte d'explosion du miroir, si tu veux. C'est, bon, bah, je vis dans un monde qui est complètement faux, quoi. Et c'est pas que le Covid, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc j'ai eu un moment de détresse, de vraie détresse, à me dire: «Mais c'est quoi? C'est moi qui suis fou en fait, ou qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et donc j'ai appelé à l'aide et ça a été mon réflexe, quoi, de dire: «Ah, pitié, une bouée de sauvetage, quoi». Et j'ai eu l'énorme surprise d'en trouver. C'est-à-dire, je suis pas resté, tout seul. Au contraire, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Mais moi aussi, je pense qu'il y a un problème, merci d'en parler, parce que là, on faisait tous semblant, on continuait à vivre comme des zombies». C'était une surprise pour toi? Ouais, d'expérimental, parce que, j'avais ce rêve un peu, de beaucoup d'occidentaux qu'on peut tout accomplir seul. Et là, je me suis dit: «Mais moi, je vais rien pouvoir faire, je vais rien pouvoir changer à ce qui est en train de se passer, si je reste seul, quoi». Et Mmh. le fait de se réunir avec d'autres gens et d'être obligé de bâtir une cohérence collective a ouvert une fécondité que j'attendais pas. Et donc j'ai été le porte-parole, d'un groupe qui s'appelle Réinfo Covid, mais qui a eu énormément d'impact, on pourrait dire,
à notre petite échelle, hein, je veux dire. Mais on peut dire que c'est un groupe qui avait pas d'argent, pas de compte en banque, pas de structure associative administrative, tout ça de manière volontaire, hein. C'est-à-dire que nous, on voulait passer entre les mailles du filet, et donc on est resté un collectif citoyen, qui a réuni des chercheurs, des médecins, des universitaires, mais aussi des artistes et des citoyens. Et ça a donné naissance à plus de 298 collectifs à travers la France et le monde. Ça a donné naissance à toute une structuration de collectifs de santé et de soignants qui ont pris en charge le Covid. Plutôt que de se battre contre le système, on a mis en place quelque chose qui s'appelait Covid Soins et qui était de mettre un généraliste, un pharmacien, un infirmier, des aides-soignants et des citoyens ensemble pour prendre soin d'un patient pendant le Covid, pour qu'il puisse rester à la maison en meilleure santé le possible, mais le tout en lien avec l'hôpital pour arriver à gérer l'urgence de manière coordonnée et tranquille, tu vois, qu'on n'ait pas besoin d'appeler le SAMU, etc., mais qu'on soit capable de dire à un moment, bah voilà, il commence à aller moins bien depuis hier, bon, peut-être qu'il faudrait l'hospitaliser. Et ça, c'était rendu possible par le fait de suivre en continu les patients. Donc d'avoir, on avait fait un carnet de suivi et puis, il y avait des citoyens qui étaient en charge d'appeler, parfois des petites mamies ou des petits papys, 3 fois par jour en disant: «Bah, alors, comment ça va?» et tout ça. «Et votre saturation, vous l'avez prise avec la petite pince qu'on vous a amenée?» Et il y a des citoyens qui ont fait des repas aussi pour des personnes âgées qui étaient seules et qui pouvaient plus se faire à manger ou faire les courses, trop fatiguées par la maladie. Et ça, rien que ça, de faire des repas, tu vois? Ça paraît pas être, une prescription, hein, de médicaments par Big Pharma, mais pourtant ça a permis à des gens de rester à la maison et de pas se retrouver hospitalisés et donc de pas avoir la iatrogénie de l'hôpital et la spirale de loose, de de rester à l'hosto avec, et toute la voilà, et ça coûte moins cher à la société. En fait, ce que tu remets, exactement. c'est du bon sens et tu remets de l'humanité dans le système, en travaillant sur de toute façon ce qu'on va trouver moi en temps normal, je travaille en Europe, en Afrique, en Asie, ce qu'on va trouver dans les pays pauvres qui ont pas de sous, où l'intelligence collective, hein, j'entends, je parle pas de douance, tout le monde a de l'intelligence à disposition et pour la partager, pour survivre à des situations de crise, qui est sans doute ce qui va arriver pour, la France, l'Europe et une bonne partie du monde. J'avais deux questions en lien avec des sujets qui m'intéressent. Qu'est-ce qui fait que, toi, tu t'es comporté comme ça? C'est-à-dire tu t'es mis en rupture? Ce que tu vis, beaucoup d'atypiques ont ça dans les organisations, disons: «C'est pas possible, c'est plus acceptable». Au risque de te mettre en danger, tu t'es mis en danger, et ta femme, aussi, dans le système. Mais c'est comme ça, c'était ma première question, c'est comme si c'était plus possible et il fallait, transmuter, c'est une forme d'alchimie sociale et politique, pour transmuter, changer de niveau et proposer des solutions plutôt que de se battre contre un système au risque de le renforcer. Hem, Ça, c'est une première chose et qu'est-ce que tu en retires de la manière dont on peut transformer un corps social? Moi, j'ai créé des réseaux d'atypiques, il y en a une quarantaine, il y a plus de 4 000 personnes en France et dans le monde, gratuits et bénévoles depuis 12 ans et ça continue à se développer, c'est juste improbable. C'est que de la bonne volonté, de l'intelligence et de la solidarité, sur des choses, non discriminantes, mais c'est de faire du circuit court, d'intelligence partagée. Donc il y a 2 questions. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui as bougé, que tu as bougé comme ça en te mettant en danger? Et qu'est-ce que tu retires de la manière dont on peut transformer un corps social maltraité? En tant que médecin, donc je vais te chercher à plusieurs niveaux. Ouais, alors, sur ta première question, je me la suis posée aussi, non seulement pour moi, mais pour, un peu tous les gens qui ont réagi ces 3 dernières années. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier qu'ils arrivent à voir à travers, un niveau de propagande proprement, hallucinant, une utilisation des outils des neurosciences, des fruits vénéneux des neurosciences, avec le nudge, qui était proprement, hyper violente, hyper brutale, mais en même temps très efficace. Et ce qui m'est revenu, c'est qu'au fond, moi, ça faisait longtemps que je pensais que ça allait pas, que notre société était malade, tu vois? C'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est juste là, on atteignait un point de rupture où c'était plus possible de continuer à faire semblant de rester à l'intérieur du système institutionnel, tout en me respectant moi-même.
Mmh. Jusqu'ici, tu pouvais avoir une sorte de tension où, OK, je suis individué, je suis pas comme les autres peut-être et tout le monde est différent, mais j'arrive à faire partie de plus grand et à voilà, à composer avec ça. La tension, entre mon individuation et l'appartenance à la cohérence collective, bon, globalement, s'équilibre, quoi. Même si, il y avait déjà l'envie de faire les choses autrement, de faire de la médecine autrement, tu vois? Il y avait quand même une tension. C'était pas ça allait pas de soi, quoi, tu vois? La discussion avec le chef de service, de temps en temps, c'est lunaire, quoi. Le mec, il te parle de son vélo, alors que tu es en train de parler d'un patient. Il a le cerveau qui c'est d'un poisson rouge, quoi, globalement et en même temps, c'est lui qui a le pouvoir, qui a la légitimité, qui est, parce qu'il est bien docile et parce que, voilà, c'est le Bah, c'est ça, bah, c'est la c'est docilité qui est une grave, ouais, pathologie voilà et donc là, aliénante. tu te rends compte que dans toutes les structures institutionnelles, les gens qui sont au pouvoir sont des imposteurs et Ouais. bon, bah, tu fais semblant, quoi. Tu fais la courbette qui va bien parce que, ça te permet de garder ton salaire, ton poste et tout, mais en même temps, c'est pénible, quoi. Tu te dis: «Mais on pourrait tellement, faire autrement, ça pourrait tellement être une super Rolls-Royce, l'hôpital public, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire, quelque chose de merveilleux dans le soin et pourquoi il y a des gens qui sabotent systématiquement, quoi?» Ça va donc il y avait cette tension-là Est-ce et pardon, l'autre oui, est-ce qu'ils sabotent ou en gros ils s'en foutent, ils font n'importe quoi, ils sont dissociés et ça les dérange pas tant ils ont un salaire qu'ils peuvent bouffer et ça touche pas leur estime, ils sont ouais. devenus absols. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs profils, mais il y a un profil qui effectivement vit sur la bête de manière parasitaire et qui en gros tire l'énergie du collectif, du nous, pour, sa propre survie, quoi. Bon et ils ne fournissent rien en retour, quoi. Ils ont pas d'étincelle individuelle. Ils sont juste en train de tirer, ils sont dans une dynamique, Des vampires. ouais, de vampire, exactement. Hem, L'autre chose que je pourrais dire, ce qui m'est venu et je suis en train de travailler sur le sujet, d'écrire sur le sujet, c'est cette idée qu'au fond, depuis la naissance, il y a on est plongé dans un grand bain de réel, au moment de l'expérience de la naissance. On sort du giron maternel et de l'Éden matriciel, quoi, tu vois? On est chassé du paradis perdu et pour arriver, dans le grand bain, quoi. Là, tu es un afflux sensoriel absolument massif, tu comprends rien, tu as pas de mots, tu as pas de repères ni rien et donc il y a une expérience de terreur intégrale, mais qui est immédiatement suivie de la réassurance par l'étreinte maternelle. Et tu retrouves finalement, le visage de la mère et d'emblée une figure d'attachement qui va servir à structurer, des répétitions, des rengaines, des refrains et le premier refrain, c'est la parole. C'est, je retrouve toujours les mêmes phonèmes, la même variation, de voilà, la musique de la parole est la même avec ma maman et rien que ça, petit à petit, me donne une capacité à arpenter le réel, parce que j'ai des pivots, des points de référence, qui sont stabilisés, des repères et mon intuition, c'est que tous ces repères sont toujours des répétitions, des refrains. L'humain est un être de refrain. Le bercement, tu vois, c'est le même geste qui revient toujours pareil, et cetera et voilà, tu es à l'aise là-dedans, tu es bien parce que c'est toujours au même endroit, toujours comme il faut. C'est ouf, ça bouge pas quoi, tu vois? Et au fond, on est dans un moment où enfin, tu peux penser que toutes les ritualisations collectives sont la recherche d'une stabilité, d'une sécurité. Tiens, on revient à ce qu'on disait au début, ce méta-besoin qui est de la sécurité et qu'à partir du moment où tu l'as, tu peux oser arpenter le réel. Tu peux faire des incursions dans l'ailleurs. Parce que ça va, il y a un camp de base, je sais où me retrouver, quoi. Et donc, le fait d'aller voir la réalité des autres, d'aller voir la complexité du réel, je sais pas si je suis bien clair là, la réalité, c'est notre interprétation du réel. C'est la cartographie qu'on a mise sur le réel. Mais le réel, il est toujours trop dense, trop complexe. On ne peut pas le comprendre. De toute manière, on est borné de là à là avec nos cinq sens, tu vois. Et bon, bah, on fera ce qu'on peut, quoi. Et donc, on crée une réalité sur ce réel, qui est une interprétation du réel. Et dans cette réalité, ça va, on s'y retrouve. Tu vois, c'est comme si on avait une carte, quoi. Mais il y a plein de terrains incognita autour, hein. Déjà, ce que pense mon voisin, ma femme, c'est déjà le terrain incognita, quoi. Je comprends rien à sa réalité. Et puis, il y a en plus tous les trous entre ça, c'est le réel, quoi. Là, c'est juste waouh.
je suis paumé, quoi. Et au fond, toute notre expérience d'apprentissage, c'est une expérience de ritualisation. Et elle se fait de manière très profonde en associant les concepts, en les concaténant les uns avec les autres. Quand je fais ça, il se passe ça. Quand il y a tel bruit, il va se passer telle chose. Pour justement stabiliser une sorte de tissu de tramé de la réalité. Et ces apprentissages, ils se passent en état modifié de conscience. Là, je parle d'hypnose. Ces états modifiés de conscience sont soit une grande terreur, ah tiens, au moment où on est né, on n'a aucun repère. Là ton cerveau est crac, tu peux l'ouvrir au pied de biche et aller mettre tout ce que tu veux et concaténer des concepts, parce que de toute manière, il n'y a rien, c'est une page blanche, quoi, et on comprend rien. Donc la terreur, à ce moment-là, tu peux mettre quelque chose de très profond dans le cerveau des gens, jusqu'au traumatisme, hein. C'est-à-dire tu te Et fais agresser. il y en a qui ont joué à ça. Voilà, et tu te fais agresser, violer, machin, tu es dans une situation, incompréhensible, tu vois? L'irruption du mal absolu, qui vient en toi, qui et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je j'ai pas de repère là-dessus, quoi». Si tu en Mmh. as, que tu as fait de la Krav Maga et tout ça, d'ailleurs, tu seras pas traumatisé. Tu es plus tu un peu plus stable, sur ce qui peut se Krav passer dans ce Maga, genre de cas. c'est un truc sérieux ça. Ouais, c'est ça. Mais si tu es un gars normal qui a été élevé dans la paix, enfin, ou une recherche de paix, c'est l'irruption de toute cette violence, elle est incompréhensible. Et donc, à ce moment-là, celui qui est en train de te violenter va pouvoir implémenter Ouais. une réalité de manière très profonde, parce que tu es en hypnose, justement, en hypnose négative. Et En ça va être un traumatisme. Ouais. Ça me connecte à 2 choses, à la théorie du choc de Mélanie Klein qui explique très bien ça, du choc du corps social pour faire ce que tu dis, du trauma social et de la manière de conditionner, de manipuler les gens. Et puis dans les explications que tu donnais, je voyais beaucoup de liens avec des personnes qui ont de l'autisme, en fait, qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin de sécurité, qui font des liens, qui ont une bibliothèque sociale, pour savoir comment elles vont interagir avec des tiers et beaucoup le manque de sécurité, la question des frontières et la question des rituels et la question des routines. C'est étonnant, j'entendais une petite musique, Ah mais des exactement, tu besoins sais de ça? Moi, sécurité. dans le livre que je suis en train d'écrire, hein, qui traite de la peur là, que je suis en train de finir et qui sortira en septembre-octobre, donc là, je C'est dévoile un qui? peu à l'avance parce que ça m'intéresse, que je suis en plein dedans. C'est qui ça Hem, sort? Oui. Quel Chez Très éditeur? Daniel, Très Daniel. Alors Heu, on est chez le même éditeur parce que je prépare un livre avec Élodie Crépel chez Très Daniel pour, janvier. d'accord. Ah bah là, moi, je traite de cette question de la peur et justement la question de l'autisme ou des troubles du spectre autistique m'intéresse parce que tu pourrais te dire que toutes ces stéréotypies, tu sais, les mouvements comme ça, les paroles qui reviennent, ah la, tu vois, une sorte Ça de petite s'appelle chanson. l'écolalie. Tu Voilà. as aussi l'écolalie, tu sais les personnes, c'est dans le champ du spectre autistique qui j'accompagne des autistes Asperger, qui te rebouclent les fins de phrases. Exactement, et ça, c'est très intéressant. C'est une sécurité, en fait. Tu sens que probablement il y a une insécurité fondamentale qui est peut-être un afflux sensoriel massif, comme si leurs nerfs étaient à vif, tu vois? En fait, leur terminaison Exactement. nerveuse elle-même, elles étaient comme inflammées en permanence et donc elles captent, le bruit, le son, la sensation, le chaleur, le froid de manière très excessive et très excessive par rapport à ce que peut appréhender leur système nerveux central. Et donc, il y a besoin de créer des espaces de réassurance, des espaces de douceur, des espaces où tu as un bonnet, des gants, tu vois? Pour amortir tout ça. Donc pour moi, la ritualisation est une condition de pouvoir habiter le réel. Si tu en as pas, si tu as pas de rituel, si tu as pas de refrain, bah, tu es perdu, quoi. Tu vogues, au milieu de la stratosphère, tu Oui, vois? c'est Avec, ça. la jauge d'oxygène qui baisse, quoi. C'est de la panique, c'est ce que j'entends beaucoup de personnes qui ont de l'autisme et déjà chez les surdoués. C'est que tu peux exploser et te fragmenter. Il y a besoin de limites, de frontières. Les enjeux en systémique complexe, donc ça, c'est avec mes différentes casquettes ou sur la cybernétique, les enjeux sont toujours aux frontières sur les systémiques complexes. Et beaucoup d'atypiques, en fait, et aussi autistes, ont des problèmes de limites, de frontières de leur corps. C'est pour ça que, par exemple, tu as des autistes qui ont des couvertures lestées, mais il peut faire 40 degrés en été. Ils dorment avec un drap ou une couverture. Ils sentent pas, ils perçoivent pas. Ou dans Sherlock Holmes, tu sais, il a la chemise qui est fermée comme ça pour contacter. Ou tu as des femmes, je te donne plein de trucs que je reçois des personnes autistes avec lesquelles je travaille, Asperger hein, essentiellement. Elles prennent des douches à 45 degrés. Si le mari veut rentrer, il est cramé.
Et il y a quelque chose du rapport au monde, et autant on a des traits communs, HPI, TSA, mais pour le TSA, c'est de l'angoisse, c'est de la violence. Sur les hyperécousies, les hypersensibilités, j'avais encore quelqu'un hier qui me disait: «Mais c'est pas possible, j'entends des choses que les autres ne voient pas, ça me rend fou». Et Ouais, exactement, ouais. là, Et je il y a me ça. pose la question, pardon, je termine ça. Je me pose la question, mais j'en ai parlé dans certaines conférences, des enjeux de la douance ou de la diversité sur la vie intra-utérine. Je pense que quand on est, on a déjà fait une vie et qu'il y a déjà des choses qui se sont passées. Mais malheureusement, il va me manquer des vies et puis j'ai pas les compétences, universitaires pour aller chercher neurodiversité et vie intra-utérine. Mais tu vois, tout ce dont tu parles, ça existe déjà dans le monde de la douance, de manière beaucoup plus exacerbée dans le monde de l'autisme, et avec ces besoins de sécurisation, de contact avec le corps. C'est-à-dire qu'on n'approche pas une personne ni pour rentrer, ni pour sortir de sa bulle. C'est comme si la bulle, elle n'était pas sécurisée et que la matrice fœtale était en danger. Ouais. Et justement, quand cette matrice est en danger, il y a une sorte de crispation sur le rituel encore plus, parce il faut le garder, quoi. C'est vraiment ton point de repère, ta bouée de sauvetage. Et donc c'est difficile, par exemple, sur quelqu'un qui a attrapé une bouée de sauvetage comme, bah, ouais, il faut faire un check pour éviter d'être malade, il faut se mettre du gel hydroalcoolique toutes les 2 secondes et mettre un masque, pour, pas attraper des virus. Bah, là, aujourd'hui, en 2023, il y a des gens, ils sont encore traumatisés de ça. Ils ont besoin de mettre leur masque pour sortir, parce que sinon, il y a un tel afflux d'anxiété. Et tu vois, parfois, ça donne envie de les secouer et de dire, mais purée, quoi, tu te rends compte de ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Et au fond, moi, j'ai plutôt un regard avec de la douceur où je me dis, mais ils vont pas bien. Et ils Ah, vont ils pas sont bien. traumatisés, Et, ouais. ils Et ils sont ont besoin traumatisés. d'énormément de douceur, au contraire, et de Oui, réassurance pour ouais. pouvoir ensuite recommencer éventuellement à aller arpenter le réel. Ça, je reviens là-dessus, c'est que si la structuration du rituel sécurisant est bien faite, tu peux aller jouer à chercher autre chose. Et c'est le cas avec ta maman, elle te berce, puis un jour, quand le bercement il est bien établi, que tout va bien, que la fréquence, l'intensité, le voilà, l'amplitude sont bien établies dans une relation de confiance, elle peut jouer à faire semblant de te faire tomber. Et là, ça fait rire, c'est un jeu. C'est-à-dire la variation par rapport au rituel va devenir la survenue de l'humour. Par rapport à tout ce qui était attendu, je crée un petit point de rupture. Mais on est d'accord que l'attendu, il est là, hein, on le garde. Et c'est ce que font les humoristes. Ils te bâtissent une chaîne d'attendus, et au bout d'un moment, pouf, il y a quelque chose qui, c'est pas, non, ah là, c'est pas comme attendu. C'est un truc qui n'était pas exactement comme il faut. Mais ça fait rire. Et ça, c'est marrant parce que ça veut dire que tu peux sortir de ta réalité, tu peux aller faire une incursion dans autre chose, et ça peut même être drôle, ça peut même être un jeu. Et toute la question du jeu est autour de ça. Les jeux ne sont que des escape games. Ils sont tous des jeux d'échappatoire par rapport à ta réalité. Tu vas jouer un rôle, tu vas être le colonel Moutarde, tu vas être ça n'est jamais qu'un jeu de rôle. Euh, les enfants le font en se déguisant et puis en créant des univers. Et dans cet univers qui est devant eux, ils créent justement une ritualisation. Souvent, quand j'écoute mes enfants jouer, ils refont la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle soit comme ah ouais, là c'est bien. Tu vois, la réplique du personnage d'en face. Et ils peuvent jouer comme ça, à faire différences et répétitions dans un espace contrôlé, parce que c'est eux qui l'ont créé. Leur petite boîte de Lego, avec la chambre du poney, le truc. Bon, ça c'est eux qui l'ont créé, donc tu vois, c'est leur petit univers. Et là, tu vois d'emblée que c'est la même chose pour les maîtres du monde paranoïaques et fous. C'est qu'au fond, ils sont dans une telle insécurité qu'il faudrait qu'ils bâtissent, qu'ils contrôlent l'ensemble de l'univers, qu'ils soient dans une maîtrise créative d'un monde projeté. Parce qu'ils n'ont pas la sécurité intérieure pour juste ressentir, s'ajuster, jouer, rigoler, quoi. Et, euh, et enfin voilà, donc on peut filer longtemps tout ça, hein, je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais Mais pour ils te n'ont dire pas non que plus la sécurité extérieure, mais ils sont pas forcément au courant. ouais. Et donc pour moi, il y a cette idée que les gens qui ont accepté de bouger dans ce qui se passait, en fait, ont une sécurité intérieure suffisante. C'est-à-dire ont une ritualisation de ce qu'est le réel pour eux, qui finalement leur permet de dire
je ne veux pas continuer à vivre dans cette création collective. Ma bulle personnelle peut suffire pour le moment, en tout cas temporairement. Je peux aller faire de l'alpinisme dans rien, dans pas de référent, mais ça peut pas durer longtemps parce que sinon je deviens fou. Hein. Si je m'enferme tout seul dans ma ritualisation de réalité, c'est la folie, c'est la définition de la folie pour moi. Hein. Et donc je dois à un moment reboucler avec d'autres pour recomposer une réalité collective qui va permettre de survivre. Et au fond, c'est ce qu'on a fait d'abord dans Réinfo Covid, c'est qu'avant même de faire quoi que ce soit, on a posé des rituels. Et tu vois, il y avait un truc simple, c'était il y avait une réunion de tous les coordinateurs tous les lundis soirs. Mais les gens, ils venaient même pas pour travailler, ils venaient juste pour être ensemble. Tous les mardis soirs, il y avait une réunion de tous les coordinateurs interrégionaux des médecins et des soignants. Ils venaient vraiment juste pour se retrouver, pour avoir un espace partagé sur Zoom, hein, tu vois. Et c'était toujours pareil, temps de centrage, météo intérieure, qui fait quoi, le gardien du temps, le facilitateur, le secrétaire. On repose quel est le cadre de sécurité. Le cadre de sécurité, la parole est donnée par le facilitateur. N'importe qui ne parle pas quand il veut. On parle au jeu. Ce que je vis, c'est à moi. C'est pas l'autre qui est responsable de que je sois en colère. C'est pas Macron qui fait que je suis dépressif. C'est moi qui choisis la tonalité émotionnelle que je mets sur les choses. Je parle en valeur ajoutée. Si quelqu'un a dit quelque chose où je suis d'accord, j'abonde, mais je vais pas faire 3 heures à redire la même chose, quoi. Et puis, je conclus ma parole en disant j'ai fini ou j'ai dit, tu vois, un peu comme chez les francs-macs, euh, et où on dit j'ai fini, quoi. Et juste ces choses-là, ces petites choses-là posées, ont été un point de repère qui permettait aux gens de souffler. Et tu te rends compte que dans la crise, ça a été pareil. C'est Raoult, tous les mardis, bim, 15 minutes, je vous dis un truc sur le Covid. Le conseil scientifique indépendant, c'est un truc qu'on a créé ensemble avec plein d'universitaires et tout ça, où on n'a pas de conflit d'intérêts, on est bénévole tous les jeudis soirs. Bah, tous les jeudis soirs, on se réunit. Et il y a des gens qui nous ont dit ça, ils nous ont dit, moi je viens au CSI comme je vais à la messe, pour moi. C'était un peu perturbant, je me disais, merde, on veut pas mettre un dogme ni rien. Mais ce que j'ai compris à travers ce qu'il disait, c'est un rendez-vous rassurant pour moi. Et il y a plein de gens qui ont dit ça aussi. Des fois, je comprends rien. Hein. Quand Vincent Pavon il parle de mathématiques, que Annelise Bocquet elle parle d'immunologie, je suis largué. Mais c'est comme une petite musique qui me fait du bien, quoi. Comme une berceuse qui me rassure. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que au fond, on a créé à l'intérieur du désastre, un moment où tout bougeait, une autre proposition rassurante que celle qui était posée par le nudge de l'ingénierie sociale de McKinsey. Donc, parce que c'était aussi ça ce que proposait McKinsey, c'est dire, si tu fais ce que je te dis, t'as pas besoin de comprendre, ça n'a pas besoin d'être rationnel, ça n'a pas besoin de, tu check, tu fais le truc social, tu t'isoles, machin, tu vas survivre. Mais ce que tu disais avant, ce sont pas des petites choses. Moi, je fais de la formation de formateurs, de la formation de formateurs depuis 30 ans. J'ai créé un des premiers cursus de coaching d'équipe. Enfin, c'est pas pour dire ce que je fais, mais ce sont des techniques pour réguler des groupes, maintenir deux groupes. Ce sont des règles extrêmement importantes. Tu vois, ce sont des petites choses, pour moi, sont des très grandes choses. Majeures pour sécuriser les gens, c'est de l'hygiène de vie collective sur les règles, sur la temporalité. En Afrique, ils utilisent les bâtons de parole. C'est vraiment un truc super important pour que les gens apprennent à se socialiser, à pas être des sauvages. Il faut toujours un animateur, un régulateur, un gardien du temps, une espèce de discipline collective. J'avais vu une fois, il y a très longtemps, quelqu'un qui travaillait sur les villages autonomes, qui avait fait un reportage dans le monde entier. Et le plus ancien village autonome aux États-Unis, il avait consulté le responsable, celui qui avait créé ça, je l'ai vu il y a, je sais pas, 10-15 ans, mais ça avait déjà 20 ans. Et le mec, il disait, on a 3 règles. Première règle, discipline. Deuxième règle, discipline. Troisième règle, discipline. C'est pas le bordel. Et il faut rentrer ça dans les murs de socialisation, de vie collective, d'autodiscipline, c'est-à-dire de respect pour gérer la parole des uns et des autres en fonction de sa propre écologie. Et c'est absolument majeur. On ne peut pas faire l'économie de ça. Et ce dont tu parlais tout à l'heure avec les jeux pour les enfants, de l'enfant qui est bercé, et des jeux, on le retrouve en thérapie, qui est aussi une autre de mes casquettes. C'est en thérapie, on peut avoir des jeux issus de Palo Alto, qui est plutôt mon travail, c'est
Ericsson, Václavic, merde, j'ai perdu les noms en fait, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, où tu as le comme si. Le comme si, c'est une manière, d'aller prendre de l'avance sur ton futur, de construire le futur et on va le trouver dans les jeux de thérapie individuelle et collective, dans les thérapies systémiques familiales et les enfants font un peu ça. Le comme si, ce dont tu parlais, c'est une manière d'anticiper le futur et de changer de niveau de vibration de manière, respectueuse. Ce sont des outils de coaching, aussi et je pense que dans les sujets de vie collective et de restauration collective, ces règles sont majeures. Sinon, le système se déstructure et les rituels, et je trouve que quelqu'un qui te fait l'analogie avec la messe, qui a aussi le même objectif, c'est de garder le corps collectif avec une forme de syntonisation. C'est-à-dire pas perdre l'énergie, tu sais, c'est comme le la, comment ça s'appelle là, le truc pour te donner le la des musiciens? Le diapason. Le diapason. Et le diapason, on est tellement, désynchronisé en permanence avec tout le bordel, qui est en jeu, vu que c'est le but. Il faut absolument avoir un diapason individuel et collectif et bienveillant sur la contribution à tout le monde parce qu'on peut vite dégoupiller. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense qu'on est vraiment dans un moment où on peut devenir fou. Donc, voilà, je conclurai ta question initiale et je rebondirai un peu sur ce que tu dis en disant, au fond, je pense que les gens qui ont pu, tenir bon, c'est ceux qui avaient une sorte de sécurité intérieure suffisante par soit une ritualisation de leur vie, hem, assez bien tenue. Donc les gens de la terre qui vivent au rythme des saisons, qui vivent au rythme de la nature, ont été paradoxalement, sans avoir d'informations scientifiques, extrêmement résistants à l'intox, quoi. Et parce qu'ils sont déjà inscrits dans ces grands rythmes de phénologie. Des personnes âgées qui font du jardin, du potager, qui sont habituées à voir éclore le narcisse, puis tel truc, puis tel truc. Et toute la phénologie, c'est voilà, quand est-ce que les choses éclosent au printemps et tout ça. Au fond, ont aussi été pas mal protégés. Et par contre, d'autres ont été extrêmement sensibles parce qu'ils étaient déjà dans la ritualisation proposée par les puissants. Parce que comme tu l'as dit, les gens qui nous gouvernent, au fond, sont extrêmement rompus, connaissent ça par cœur. Il s'agit dans les rituels initiatiques d'aller casser d'abord justement l'interprétation habituelle du monde et la ritualisation habituelle, faire voler en éclats les repères, et ensuite aller introduire ce qu'on veut à la place. Ça a été le cas dans les techniques comme le MK Ultra, de traumatisme systématique pour prendre le contrôle mental sur des gens, mené par la CIA aux États-Unis, aujourd'hui par la publicité, etc. Enfin, on est dans une espèce de MK Ultra à grande échelle en fait. Euh, Ouais, c'est fractal. ouais. Et C'est fractal à donc, tous les étages et les gens le voient pas venir et si en plus tu vas leur expliquer ce qu'on est en train de dire là, ils vont trouver ça, débile, complotiste ou autre. Mais si tu veux, c'est une alternative à l'intelligence. Quand tu sais pas réfléchir et ben tu refourgues ce qu'on t'a refilé, qui est tout fait et que tu questionnes pas. Très souvent, si tu veux, ce terme, il est utilisé, pour les gens qui pensent pas comme toi. Mais ça requiert beaucoup de vigilance. Évidemment que ça fait flipper, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être, destructeur et maltraitant. C'est complexe, évidemment que c'est complexe. Ça existe depuis des siècles. et ça pose pour moi la question du refuge, c'est-à-dire où est-ce que je peux avoir un espace de sécurité. Il y a des gens, ça va être dans la prière, ça va être dans une pratique quotidienne, comme tu dis, une sorte de discipline en fait, Ouais. sanitaire d'esprit quotidienne. Ça peut être par la méditation, ça peut être par plein de choses, mais pour moi, il y a une espèce de discipline effectivement quotidienne qui permet de rester en bonne santé mentale. Et donc c'est aujourd'hui, on est à une ère où on dit: «Ah, il faut tout déconstruire, déconstruire». Tu vois? Tu entends toute la bien-pensance qui dit: «Il faut déconstruire». Moi, je pense que c'est l'exact inverse. Là, il faut construire. Il faut bâtir des repères, il faut bâtir des refuges, il faut reposer des institutions désirables. Et au départ, elles vont être, comme tu l'as dit, de l'ordre du comme si, c'est-à-dire de la Mmh, projection mentale, du jeu ou de la simulation. Là, pour ceux mmh. qui nous écoutent, je peux le dire aussi, c'est aujourd'hui les chaires de médecine qui font florès, quoi, c'est les chaires de simulation.
Ça peut paraître bizarre aux gens, hein. C'est pas être immunologue, c'est pas être machin. C'est des gens qui bâtissent qui sont en gros en train de faire de la pédagogie et de l'apprentissage par la simulation, qui est éthiquement complètement justifiable, parce que ça veut dire que tu vas pas torturer des patients pour réussir à savoir mettre une perfusion ou une voie Ouais, centrale. on Bon, va être d'accord, c'est hein. c'est pas mal. Tu joues avec des mannequins serious game, c'est-à-dire petit à petit, le mannequin il réagit, il fait du bruit, le scope change quand tu injectes tel ou tel produit, et tu joues à injecter un produit dans une perfusion ou à le perfuser. Et donc, on joue à ça. Et on se rend compte qu'on est capable d'apprendre par cette simulation, qu'on apprend aussi bien, voire mieux même, que en situation réelle. Parce que la simulation est capable de créer juste ce qu'il faut d'intensité de stress pour commencer à ouvrir ton cerveau, te mettre dans cette situation de oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc on est en équipe et puis on va faire semblant que va survenir un arrêt cardiaque au bloc. Mais bon, on est déjà préparé, on sait qu'il va se passer un truc, tu vois, on nous prépare au stress. Puis boum, d'un moment, il y a la situation initiale, comme dans un roman, et puis il y a l'élément perturbateur, toc, il y a un truc qui se passe. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et on te met dans cette situation-là, et ensuite, on t'enregistre, on te filme, on prend minute par minute ce qui se passe. Et puis, celui qui anime la séance va ensuite débriefer avec toi, te remontrer les erreurs, ce que tu n'aurais pas dû faire comme ça, etc. Puis ensuite, t'implémenter le protocole tel que tu aurais dû le faire. C'est extrêmement puissant, mais par contre, comme c'est puissant, bah, ça va être instrumentalisé. C'est-à-dire, qui est-ce qui va faire le serious game? Bah, une entreprise qui te vend un médicament. Elle a les moyens de faire un très beau jeu de simulation, etc. Et puis elle va pas maintenir ouvert toutes les possibilités qui auraient été faisables. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Non, là, il y a qu'une seule façon de faire à la fin. C'est comme ça. Le protocole, et c'est pas autrement. Donc c'est du Et donc, conditionnement, quoi. exactement, c'est du dressage. Et on se rend compte que par simulation, on est capable de dresser. Euh, mais en gros, c'est ce qui s'est passé, parce que le Covid, là, c'est une grande simulation. C'est pas vrai, quoi. Euh, Techniquement, c'est impressionnant, hein. Ouais, ouais. Et moi, je suis très admiratif quelque part hein, de la capacité et de la compréhension fine des ressorts de l'humain qu'il y a Ouais. chez les gens de McKinsey et de chez Microsoft ou je sais pas quoi, ou de la fondation Bill Non, et ils sont Melinda très Gates bons. et Ils du sont World très Economic Forum. Ils maîtrisent ça parfaitement. Mais mmh. justement, ça nous permet nous aussi de le maîtriser en miroir et de commencer à se dire, mais il y a un vrai travail à faire là, de simulation de comment ce serait une société où on vit heureux ensemble, on est libre, on a le contrôle sur les systèmes techniques, etc. Ah mais c'est pas possible, on dépend de ci ou ça. Mais là, tu vois qu'on a des séquences de simulations successives d'asservissement et de totalitarisme qui sont très intéressantes. C'est en ça où je commence à arriver sur la question de comment on retourne les choses. Comment, en fait, ce qui nous arrive est assez joyeux. Ça peut nous mettre en colère, mais au contraire, tu peux te dire, mais attends, Emmanuel Macron, là, Attali, Soros, c'est mes petits maîtres. Ils sont beaucoup plus forts que moi, en vrai. Et donc, je dois apprendre. Je suis pas encore au niveau, là. Donc, merci de me taper sur les doigts quand je suis pas bon, parce que là, vous allez me faire prendre conscience. Vous me dites, va plus Ardo. C'est vrai, là, quoi? On vend 4000 mètres cubes, 4000 milliards de mètres cubes, je sais pas quoi, l'équivalent de la consommation en eau des Français pour avoir du pétrole. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est dans un monde de tarés, quoi. Et en même temps, si je prends un rebours, je dis, mais j'ai commencé à réfléchir à mon autonomie en eau, à comment, avec les autres, à une échelle de réalité, c'est-à-dire des vrais gens qui sont autour de moi, est-ce qu'on a commencé à bosser sur ce sujet? Ou on subit de toute manière? On subit depuis longtemps, en vrai. Que la flotte, elle arrive par le tuyau et que tu maîtrises que dalle. Euh, bon, bah, ok. Et si on s'en réemparait, comment je fais pour récupérer l'eau de pluie? Comment je fais pour capitaliser cette eau de pluie? Comment je fais pour qu'à plusieurs sur des surfaces de toit, on arrive à valoriser ça? Comment on fait pour retrouver des sources peut-être localement, des forages, des choses qui nous mettent en autonomie? Puis une fois qu'on aura ça, qu'on aura posé ça, on aura déjà une base de sécurité. Cette base de sécurité ensuite permettra d'aller arpenter le réel, c'est-à-dire aller faire un procès à Veolia. Voilà, aller défoncer une méga bassine, tu vois. Mais si tu veux d'abord commencer par une méga bassine alors que t'es pas stable sur tes pieds, t'es un peu dans la logique de la proie terrorisée qui va essayer de se battre mais qui a pas les outils face aux fauves, quoi. Euh, la proie, elle peut se battre face aux fauves que quand elle s'est mise en réseau avec d'autres, en résonance, en syntonie, comme tu disais. Et pour réussir à faire ça, il faut qu'elle se soit déjà bâtie. Hein. Ok, moi je vais avoir suffisamment d'eau avec mes voisins, avec les autres. Ok, maintenant on va commencer à bosser.
avec la communauté de communes, avec le maire, avec le conseil général, le conseil départemental. On va poser sur la table avec le comité d'éthique local la question des méga-bassines et du rôle de Veolia. On va mettre en route un groupe qui fait des procès, etc. On va faire des analyses d'eau pour savoir comment ça se passe et tout ça. On va payer un ingénieur hydraulique pour qu'il explique pourquoi la méga-bassine de Veolia est en train d'assécher tous les bassins versants. Et puis je vais réunir les agriculteurs du coin pour avoir une force de frappe. Enfin, tu vois, d'emblée, si tu as une sécurité, tu vas commencer à mettre en place une stratégie de reconquête. Alors que si tu es en phase juste de colère ou que tu es juste déstabilisé, tu vas essayer de te battre pour chasser le truc qui est en face, qui te rend fou et qui cherche à prendre le contrôle sur toi. Mais ça va pas être très efficient. Surtout si l'autre a vraiment décidé de prendre le contrôle sur toi. Donc voilà, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Quand je t'écoute, j'ai une image qui me vient, mais alors je sais plus avec quels animaux. Tu as des poissons face à des requins. Ils se mettent et ils arrivent par milliers en masse. Je sais plus quel est le poisson qui fait ça. Tout seul, il se fait bouffer, ils arrivent en masse, ils entourent le requin. ouais, t'as un dessin comme ça humoristique qui revient souvent, qui est Don't Panic, Organize. T'as d'abord le requin qui bouffe un petit poisson tout seul, puis après plein de petits poissons qui prennent la forme d'un très gros, une très grosse baleine qui va Ouais, bouffer le requin, quoi. Et, moi, je suis assez convaincu de ça. Et la séquence, c'est d'abord on appelle à l'aide, on se réunit sur un certain nombre de socles de valeurs, qui est moi je veux pas vivre dans cette société-là en fait. Et là, tu vois, je suis au clair là-dessus, hein. C'est-à-dire que là, ce que nous propose en gros comme on pourrait les appeler, c'est une simplification forcément hein, pour nos auditeurs, et il faudrait rentrer dans les détails et tout. Hein. On va dire le néolibéralisme mondialisé transhumaniste. Euh, voilà, c'est joliment dit, c'est assez synthétique. ouais, ça prend un peu tous les aspects, bien sûr, on pourrait rentrer dans plus de détails. En gros, le monde qui nous propose, moi je veux pas vivre dedans. Je suis au clair, hein, je préfère en crever. Donc, euh, Et donc le choix, il est assez vite fait. C'est soit je construis le monde dont j'ai envie, soit de toute manière, je ne vivrai pas dans ce monde-là.